Se maintenir en activité nécessite d'en avoir l'énergie. En effet, vivre avec un handicap peut représenter une charge mentale importante avec de multiples choses à anticiper au quotidien. Cela peut alors générer une grande fatigue. C'est pareil quand on est handicapé. Ça, c'est aussi une chose qui est très fatigante. C'est qu'il faut tout optimiser. Alexandre, 52 ans, enseignant-chercheur. C'est un boulot. En fait, être handicapé ou avoir un enfant handicapé, c'est un boulot. Et très souvent, ce qu'on voit, c'est quand même les mères, elles arrêtent de travailler parce que leur nouveau boulot, c'est d'être mère d'enfants handicapés. Et Anne Révillard, elle a très très bien montré ça dans son bouquin qui s'appelle Des droits vulnérables. J'aime beaucoup ce titre parce que d'habitude on parle de personnes vulnérables. Elle dit c'est surtout les droits qui sont vulnérables. Et ce qu'elle montre très bien, c'est que effectivement, depuis la loi de 2005, etc., puis d'autres choses, hein, mais les droits fondamentaux des personnes handicapées sont mieux assis d'un point de vue juridique, législatif, etc. Néanmoins, leur activation, ça reste quand même beaucoup le fait des personnes elles-mêmes ou des parents. Ce qui fait quand même reposer pour beaucoup l'activation de ces droits sur le capital social avec les formes d'inégalité que ça induit quand même. Il y a des fois, je me lève le matin, mais tout me coûte. Le moindre effort, ça me paraît une montagne. Ah, puis j'ai ça à faire, que ce soit même chez moi. Et puis il faut que je fasse ça, et puis il faut que je fasse ça. Agnès, 57 ans, adjointe administrative. Les travailleurs organisent leur vie personnelle afin de répondre à cette exigence. Les régimes alimentaires peuvent être stricts. Les heures de sommeil et plages de repos sont prévues dans les emplois du temps. L'activité physique a aussi sa place. Le temps personnel est alors contraint par des activités permettant au temps professionnel de bien se dérouler. On trouve ici un rapport au corps défini en partie par une appartenance de classe. Les travailleurs issus des catégories sociales les plus aisées s'investissent plus dans la prévention. Je fais du sport, je vais à la salle, ça ne se voit pas trop, mais... Et je fais attention à ce que je mange, ça ne se voit pas trop non plus. J'ai perdu 10 kilos et là, je fais très attention d'une manière globale à mon hygiène de vie. Benjamin, 50 ans, commercial et associé de l'entreprise. Les travailleurs issus des catégories populaires auront plutôt tendance à résister à la violence du travail. Oui, j'ai mal quand je travaille, mais c'est normal. Le travail, ça fait mal. Pierre, 60 ans, ouvrier. J'ai attendu mes vacances déjà, vraiment ça a été dur. Parce que j'étais en vacances au 15 août et j'ai tiré le maximum. Mais je crois que je faisais pas une journée de plus. Quand on veut quand même aller, on se bat. On y va. Agnès, 57 ans, adjointe administrative. Normalement, je devais voir le chirurgien. Et puis j'ai annulé parce qu'il fallait faire les foins. Mais il voudrait absolument m'opérer, lui, de l'épaule. Mais il faut y réfléchir, parce que c'est une grosse opération. Et puis c'est entre 6 et 8 mois d'arrêt. Et puis lui, il voudrait que j'arrête le métier avant de faire l'opération. Laurent, 33 ans, agriculteur. Ce n'est que quand le corps lâche qu'ils tenteront de se réparer. Ça a commencé par une tendinite à l'épaule droite. Puis j'ai laissé aller. J'ai laissé aller parce que je n'allais pas chez le médecin. Maintenant, j'y vais tout le temps, plein de fois. Et j'ai pris mes vacances et puis je suis en arrêt là. Jusqu'à toujours, je pense, du coup. Et voilà, nécessité d'opérer. Laurine, 45 ans, responsable de rayon. Donc est-ce que tu pourrais présenter ton travail ? Alors mon travail, je suis soudeur, donc je fabrique des bâtiments charpente métallique, donc principalement de la soudure.
Ok. Et ça ressemble à quoi une journée de travail classique? Ben, journée classique, ça commence à 7h30, ça finit à midi, on prend 1h30, 5h30. Et puis, ben voilà, les gens pointent les morceaux de bâtiment et ils nous reviennent, nous on les soude. Après ça part au grenaillage, peinture. Et après c'est monté sur les chantiers. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu pourrais expliquer ton problème de santé, si on peut appeler ça comme ça? Bah, disons, c'est arrivé à la longue, parce qu'au départ que je suis arrivé, j'avais pas de potence pour soulever les morceaux de ferraille sur les tréteaux, donc je forçais avec ma hanche, et puis arrivé à un moment là, il y a eu de l'usure, et puis je pense que ça a favorisé justement ça. Mais quoique, bon, après j'avais un peu de problème de surpoids, de machin, donc à la longue, ça a peut-être joué aussi. Mais disons, le boulot n'a pas aidé, quoi, je veux dire. Parce que les pièces que tu manipules, ça pèse combien environ? Ah ben, ça peut aller de 3 kilos, 3 kilos à 2 tonnes, 2 tonnes et demie. Mais là, en général, on utilise un pont, hein, quand c'est de la grosse pièce. D'accord. Et ça s'appelle comment du coup ton problème de santé de hanche? Ben, ça vient que quand c'était pas des pièces trop énormes, je veux dire, il fallait les manipuler avec une main de fer pour les retourner, pour souder. On n'avait pas de potence individuelle. Donc pour les retourner, on avait une main, ce qu'on appelle une main de fer, qui nous permet de prendre dans l'angle et puis de retourner la pièce d'un quart ou d'un demi. Et bien souvent, on forçait avec la hanche. Donc je pense qu'il y a de l'usure qui s'est fait à ce niveau-là, jusqu'à ce que j'ai donc une potence. Et maintenant, j'ai un retourneur. Donc ce qui fait que maintenant, ça se retourne tout seul, quoi. Donc il n'y a plus à forcer avec la main de fer. Quoiqu'il y a encore des collègues qui l'utilisent comme au grenaillage. Ils passent ces pièces à la grenaille, mais il est obligé de les retourner à la main pour faire l'autre côté, quoi. Et c'est arrivé à quel moment tu situerais ça quand, les soucis? Ah ben quand je suis arrivé, moi ça fait 15 ans là, ça a commencé au bout de 5-6 ans. Alors que j'avais jamais eu de problème de hanche. Et du coup, ça s'est manifesté comment au quotidien, ça? Ah ben problème de rester debout, de marcher, des douleurs constantes, plus pouvoir me baisser, enfin boiter constamment. Du fait de mon opération, ça s'est nettement amélioré. Celle-là, ça va impeccable. Maintenant, c'est l'autre qui a pris, quoi. Donc en général, quand il y en a une, il faut faire la deuxième, quoi. Et donc maintenant, je sens que je suis bon pour la deuxième, quoi. Et ça s'est fait comment dans le temps, on va dire, dégradation, opération, etc. Ah ben c'est douleur. On prend les cachets, tant que ça se passe avec les cachets, c'est bien. Quand ça se passe plus, comme ça m'est arrivé, ben on fait les radios, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de tête à l'os, et puis là, ben, c'est l'opération. Donc ce qui m'a occasionné, j'ai trop attendu, ça m'a occasionné une prothèse complète de la hanche, ou alors que j'aurais pu avoir qu'une prothèse partielle. Mais là, c'était vraiment trop usé. Donc c'est vrai que tu peux plus marcher, tu tiens plus debout. Et on fait quand même 8h30 par jour debout, à piétiner, à machin. Et à un moment, c'est insupportable, quoi. Et je sens que la deuxième, ça commence à faire pareil. Et donc du coup, comment tu gères ça au quotidien dans le travail? On tient, on serre les dents, moi je m'agrippe après, quand je suis obligé de remonter à l'autre bout du poteau, je m'agrippe après mon poteau pour aller à l'autre bout. Il faut s'adapter, il n'y a pas le choix. Tous exercent alors leur pouvoir d'agir.
pour reprendre les termes de Clos et Simonet en 2015. Tous prennent des initiatives pour adapter et s'adapter dans leur milieu professionnel en fonction de ce qu'ils pensent devoir faire. Il s'agit de modifier la situation qui pourrait les empêcher de travailler et donc d'être utiles, d'être normaux. Les stratégies mises en œuvre pour pouvoir travailler, prévention ou résistance, découlent principalement de leur statut social et de la représentation du bon travailleur développé dans leur catégorie sociale. Des aménagements ? Il y en a 100, il y en a 1000. Donc j'ai du mal à en citer tellement ils sont minimes. Mais cumulés entre eux, ils effacent, ils gomment la situation de handicap. François, 63 ans, médecin. C'est dans le cadre du Master 1 d'enquête socio-anthropologique et territorialisation que nous allons découvrir par le biais d'une série de photographies le quotidien d'Edgar. Toute sa scolarité est élaborée autour des métiers de la sylviculture. Mais c'est au suite d'un accident de moto qu'il se retrouve paraplégique. Dans l'obligation de mettre fin à sa carrière de bûcheron, il va entreprendre une réinsertion scolaire, afin d'obtenir son bac, ainsi qu'une licence en géographie. Dans l'optique, d'entrer dans le monde de l'emploi en tant que travailleur handicapé. C'est lors d'un entretien, mené au domicile d'Edgar, que nous interrogeons son adaptation face à ce métier qui le passionne. Tu trouves des moyens pour te débrouiller, pour essayer de faire des choses, tu t'adaptes tout en fait. Moi j'ai tout adapté pour pouvoir continuer, tu vois, à faire, aller bosser avec mon pote. Je fais même du bois, tu vois, je fais du bois avec lui. J'ai une tronçonneuse à gage, je fais tout moi-même, j'ai un quad avec une remorque, enfin, j'ai tout adapté. Je trouve des solutions pour faire les choses, tu vois. Mais toujours, toi, comment je fais ci, comment je fais ça. Durant l'entretien, il nous parle de la place que prend le regard de l'autre dans le handicap. Il explique sa perception de ce regard, qu'il traduit comme une appréhension, une peur de vivre la même situation. Il nous parle de ce que cela engendre, de sa vision de cette aide accrue, qu'il accepte mais parfois refuse. Effectivement, durant la prise de photos, deux passants, d'ailleurs les deux seules personnes que nous avons croisées, viennent le questionner, lui demander si son accident est lié à son métier, comment celui-ci le vit-il, comment il travaille, et s'il va bien. Je dirais même ils ont peur, tu vois. Enfin, c'est ma sensation, mais je me trompe peut-être, mais ils ont peur, enfin ils ont pas peur de nous, mais si, enfin ils ont peur de devenir comme nous, donc ils font tout pour nous, tu vois le truc. Exerçant son activité dans une commune rurale, les habitants notent sa présence et en sont interloqués. C'est son collègue et ami qui nous énonce cela durant un entretien. Celui-ci connaissait Edgar avant que survienne son accident, nous dressant un autre angle de vue quant au regard sur le handicap. Il nous donne ici son expérience et sa lecture de la perception des habitants. Tous les gens du village, quand ils le voient, encore cette année, il y a des gens qui ont découvert qu'il venait. Je dis, regarde, t'as vu derrière son quad ce qu'il y a ? Il y a un mortem de bois. T'as vu sur le quad ce qu'il y a ? Il y a un fauteuil roulant. Tu l'as retrouvé dans un champ ? Je dis, non, c'est le sien. Tu déconnes ? Si. Nous pouvons maintenant nous questionner sur le rapport au corps, ainsi que la question de la douleur dans l'exercice de cette fonction. Si le récit de vie d'Edgar ne souligne pas de douleur physique, il ne cache pas une forme de pression psychologique résidant dans la question du rendement. À ses yeux, il ne mobilise plus cette pression économique en raison de son handicap, le dédouanant de toute dépendance salariale. Néanmoins, et ces photographies l'illustrent, le corps ici manque de protection matérielle, notamment dans le vêtement. Celui-ci subit aussi une douleur physique du fait de la posture, mais cela ne semble pas être conscientisé par le concerné. Une autre thématique s'impose dans le quotidien des travailleurs handicapés. Il s'agit de l'administratif, avec notamment la demande de reconnaissance de travailleurs handicapés. Alors, si tu veux, les papiers, c'est... mes parents aussi, ma mère, qui m'a aidé. Moi aussi, j'ai fait... En fait, si tu veux, les papiers, quand j'ai eu mon accident, je voulais pas en entendre parler. Donc c'est ma mère qui a fait. C'était vraiment, tu vois, l'histoire du blocage, de tout. Donc c'est elle qui a tout fait.
Alors ensuite, après, j'ai repris, si tu veux, quelque part, parce qu'il y a un moment donné, il faudra avancer, Mais ça, si tu veux, c'est le coup de massue, tu vois, quand j'ai pris, ben voilà, tu te dis, maman elle a dit je ferai les papiers, machin, puis pendant un moment, je n'ai pas voulu m'en occuper, tu vois. Puis après, j'ai tout repris, je m'occupe de tout, quoi. Pour finir, nous avons pu constater la présence du sport dans le quotidien d'Edgar. Cette pratique est rendue visible matériellement ainsi que verbalement. En effet, au fil de l'entretien, il raconte la pratique de sport, notamment de combat, antérieure à son accident et explique le maintien d'une activité physique régulière. Le matériel de musculation visible dans son appartement étaye ses propos. Avant d'entreprendre son travail de bûcheron, il réalise des étirements. Néanmoins, en vue des postures et du manque d'équipement vu précédemment, la question de la pérennité professionnelle ainsi que celle de la sécurité émerge. La vision qu'Edgar se fait de son avenir semble mettre de côté la régularité de cette pratique. Comptant tendre vers un master s'il ne trouve pas une autre alternative professionnelle. Parce que je voulais faire un master, mais j'aimerais bien trouver du boulot, si je peux, pour éviter de faire le master. Parce que j'aimerais bien faire un master en gestion de déchets, mais voilà. Si je trouve du travail, je prends. Si je trouve pas de travail, je fais un master l'année prochaine. Aménagement matériel, il y a eu quelque chose ou pas? Il y a pas eu parce que j'en ai pas fait la demande, mais il pourrait y avoir du matériel. Ça peut être par exemple des sièges assis debout. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ce sont des sièges. Oui, entre comme il y a pour les bus, les arrêts de bus, là. Des choses comme ça. Voilà, entre un truc où t'es debout, mais tu te poses quand même, quoi. Voilà, c'était des petites choses comme ça. C'était après des choses que j'ai pas fait de demande, aménager, par exemple le matériel informatique, notamment les copieurs, les photocopieurs qui soient plus proches de mon lieu d'activité, de manière à ce que j'ai moins à me déplacer pour y aller, des choses comme ça. Mais là j'en ai pas fait la demande encore. Okay. Là aussi j'ai adopté des stratégies. J'envoie mes élèves, je dis va chercher. Et ça marche pour l'instant? Ça marche plutôt bien, ouais. Ils sont contents, en plus ça les fait quitter un petit peu la salle de classe. Ils vont se promener 5 minutes, et puis moi ça me décharge un peu. Ok. Justement, pourquoi ne pas faire la demande d'aménagement matériel? Parce que jusqu'à maintenant j'en ai pas eu l'utilité. Si j'ai envie de m'asseoir, je m'assieds. Alors après je te dis pas que je fais toujours comme je veux, mais je peux... jusqu'à maintenant, j'en ai juste pas senti le besoin. L'impact est important sur la vie personnelle. La vie sociale, les projets de couple ou familiaux vont être différents de ceux initialement envisagés. On se met en retrait de la vie sociale. On ne voit plus ou moins ses amis. On se désengage du monde associatif. On arrête les loisirs. Quelque part, c'est dur à accepter de dire « je ne peux pas faire ci »,« non, moi je peux pas vous suivre »,« je ne peux pas aller à cette rando parce que je sais que je vais retarder tout le monde ». Agnès, 57 ans, adjointe administrative. Avant, j'avais des amis qui m'hébergeaient. Le problème, c'est que chez les amis, c'est devenu aussi impraticable pour moi. Donc là, tout le premier semestre, j'ai dormi à l'hôtel dans des chambres PMR. Alexandre, 52 ans, enseignant-chercheur. Moi, je pense qu'il y a quand même ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une grosse boîte à outils. Mhm. Mais par contre, il y a beaucoup d'outils qui restent au fond de la boîte, qui ne sont pas connus et qui ne sont pas beaucoup mobilisés. Et je pense notamment à ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui est droit de la non-discrimination, obligation d'aménagement raisonnable, etc. Et là où je pense qu'il y a un switch aussi à faire et qui n'est pas encore fait, c'est-à-dire qu'on continue à penser adaptation ou accessibilité sous des formes spécifiques. C'est-à-dire, s'il y a une personne handicapée qui se présente, on fera des adaptations. Or, ce qui est intéressant aussi, c'est de penser
en amont et de se poser la question de savoir si je m'organise comme ça, si je fabrique mon bâtiment comme ça, si je fabrique mon poste de travail comme ça, qu'est-ce que ça fait? Et typiquement, si vous allez en Suède, les lieux de travail, ils sont accessibles. Hein. Les portes, elles s'ouvrent toutes seules, il n'y a pas de marche, etc. Et donc, et la question, elle a été posée avant. On n'attend pas qu'il y ait un travailleur handicapé qui se présente avec son fauteuil. Mon grand désarroi, ouais, c'est non, j'ai plus d'activité physique sportive en tout cas. C'est vrai que je partage beaucoup moins de choses avec mes amis. C'était des temps qui m'étaient précieux, que j'aimais bien. Ça me permettait de sortir du quotidien aussi, du travail, de la maladie, de la maison aussi, pour voir un peu autre chose, hein, je pense comme plein de gens qui pratiquent une activité physique, ça permet d'être dans d'autres milieux sociaux que la famille et le travail. Et puis moi, voilà, là actuellement, je pratique plus ni d'escalade, ni... Et donc ça me manque beaucoup. Alors, c'est pareil, quoi. Je vois mes amis ailleurs. La vie du couple et de la famille doit prendre en considération le handicap, ce qui est plutôt mal vécu par les travailleurs qui peuvent développer des sentiments de gêne, de crainte vis-à-vis de l'évolution de la situation et de ce que cela provoquera dans la sphère familiale. Si le travailleur développe un tel sentiment, c'est que, pour se concentrer sur la préservation de sa capacité à travailler, il va abandonner tout ou partie du travail domestique à ses proches, faire les courses, le ménage, les repas, etc. Et la famille, oui, c'est très important. C'est vrai que mon handicap est porté par toute la famille, ça c'est sûr. Alexandre, 52 ans, enseignant-chercheur. Je ne veux pas être un boulet pour eux, c'est ce que je leur dis. Le jour où je suis un boulet, il faut trouver des solutions autres. Même pour ma femme, elle ne s'est pas mise avec moi pour être infirmière d'un handicapé. Laurent, 33 ans, agriculteur. Ne pas devenir une charge, ça c'est un truc qu'on entend beaucoup. Mais ils ne sont pas une charge. Pourquoi ils ont cette perception que le fait de... Si, concrètement. Ils donnent du travail à l'entourage, puisque c'est des choses qu'ils ne peuvent plus assumer par eux-mêmes. Dans une analyse purement matérialiste, ils sont une charge. Oui, mais je vois pas comment leur dire que c'est faux. Vous voyez ? Comment... je me sentirais vraiment pas à l'aise en venant leur dire mais non, c'est une fausse impression, ne vous inquiétez pas. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'ils vivent en fait. Quelqu'un qui a... On parle plus des gens qui sont au travail, hein. Mais quelqu'un qui est dépendant des autres pour les actes de la vie quotidienne, bien sûr qu'il a la perception d'être une charge, puisqu'il a besoin qu'on le lève, qu'on le lave, qu'on lui donne à manger, il faut cocher ce qui est nécessaire ou pas, mais... Ne serait-ce que dans le quotidien, dans la maison, c'est sûr qu'on n'a plus les mêmes activités déjà en famille. Pour ma part, j'ai prescrit, j'arrête tout ce qui est balade, tout ce qui est promenade, tout ce qui est choses comme ça à pied notamment. C'est vrai que les courses dans les magasins, dans les grandes surfaces, je le fais plus. Je fais des courses en drive, vachement plus simple. J'ai moins à me déplacer. Les festivals, les choses comme ça, je fais plus non plus. En tout cas, beaucoup moins. C'est sûr que dès qu'il y a du
déplacements et de la marche, là, c'est plus possible pour moi. Donc, après, moi, je pallie aussi, grâce notamment au vélo, à d'autres choses. Et on fait d'autres choses. Mais je sais pas, par exemple, le ménage au quotidien, l'entretien de la maison, toutes ces choses-là, c'est vrai que ouais, j'ai un peu arrêté. Tondre le gazon, c'est pas moi qui le fais, par exemple. Du coup, donc lui, sa vie professionnelle, il y a eu donc son handicap qui est apparu avant son insertion professionnelle, même s'il Oui. était déjà en études. Est-ce que vous, son handicap à lui, est-ce que ça a eu un impact sur votre vie professionnelle à vous? Alors, sur ma vie professionnelle à moi, oui, puisque au tout début de sa non-voyance, voilà, on ne pouvait pas faire autrement que d'être présent vers lui. Donc moi, j'ai cessé mon travail. Je travaillais déjà à mi-temps avant, mais du coup, j'ai arrêté mon travail. Ça m'a semblé important et pratiquement naturel de le faire. Après, il y a toujours des solutions, hein. Tout problème a des solutions et on aurait certainement pu envisager d'autres choses. Mais moi, voilà, ça m'a paru normal et plus simple aussi au niveau organisationnel d'arrêter mon travail. Bon, ça n'a pas impacté plus que ça ma vie personnelle. Voilà, j'ai fait ce choix-là et je ne suis pas revenue dessus, je ne l'ai jamais regretté. C'était l'essentiel. Vous, c'était une évidence. Évident. Oui, c'était une évidence.